7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et vous restez avec nous donc pour votre chronique. Oui, jeudi dernier, je vous parlais de ces censeurs du numérique prêts à tout pour nuire à Elon Musk. Donald Trump et maintenant Mark Zuckerberg, sauf que depuis, de nouveaux éléments ont été dévoilés par Ève de Souche et son fondateur Pierre Sautarel. Des éléments qui sont arrivés jusqu'aux antennes de CNews et partagés par Marion Maréchal. Il y a les bonnes et les mauvaises ingérences étrangères. Voilà. Il y a les bonnes ingérences étrangères que tolère la gauche, voire qu'appelle de leur vœu la gauche, et il y a les mauvaises ingérences étrangères qui sont celles considérées comme venant de droite. Voilà, vous avez bien compris. Quand Elon Musk, homme de droite, donne son avis sur les réseaux sociaux, se contente de donner son avis, c'est évidemment odieux et intolérable. Et on voit des personnalités comme Nathalie Loiseau, députée européen, ou Thierry Breton s'en offusquer, tout en découvrant la même semaine que Nathalie Loiseau elle-même fait partie du conseil d'administration d'une organisation soutenue par George Soros, je rappelle un milliardaire progressiste de gauche qui utilise ses milliards pour faire de l'ingérence dans un certain nombre de pays et faire avancer ses idées de gauche, ou Thierry Breton qui par ailleurs dénonce très violemment en effet cette prise de position d'Elon Musk, explique qu'on a annulé les élections en Roumanie, on ne sait pas qui d'ailleurs, parce que l'élection ne nous convenait pas et qu'on pourrait le faire demain en Allemagne, voire peut-être même en France. Mais dans le même temps, il négocie son contrat avec une banque américaine pour aller mettre l'intégralité de son carnet d'adresses et de son réseau au service d'un pays étranger. Voilà, donc toutes ces belles âmes, ces donneurs de leçons, ces pères à la morale se retrouvent finalement sous l'emprise d'un autre milliardaire qui exerce une influence massive en Europe depuis des décennies. Et même Conspiracy Watch, en dénonçant l'ingérence de Musk, admet indirectement celle de George Soros. Mais ce qui est intéressant, c'est le deux poids deux mesures entre ce qu'on a entendu pendant des années sur quelqu'un comme George Soros, milliardaire américain qui est à la tête d'une grande organisation philanthropique qui s'appelle l'Open Society Foundation, ce qu'il a légué à son fils d'ailleurs, Alexander Soros, l'année dernière. Et on disait, mais George Soros fait de la politique. Bien sûr qu'il faisait de la politique. Bien sûr qu'il faisait ça pour défendre les libertés, lutter contre la corruption, défendre les droits des minorités, etc. Mais lorsqu'il le faisait, tout le monde criait à l'ingérence, au coup d'État soft, aux révolutions de couleurs, etc. Ouais. Là, les mêmes ne voient aucun problème à ce que Elon Musk mette de l'argent dans une campagne d'un candidat aux États-Unis. Et sur CNews, c'est Pascal Praud qui dénonce la lâcheté de cette bien-pensance, qui n'accepte pas l'idée de se retrouver contredite en place publique. On nous promettait l'enfer si Trump était élu, la guerre civile aux États-Unis, et à l'arrivée, non seulement l'Amérique est apaisée, l'Amérique est apaisée. En revanche, Musk et Trump sont devenus la cible de toutes les bien-pensants, et notamment à travers Twitter, qui vacille, qui tangue, parce que pour la première fois depuis bien longtemps, pas pour la première fois d'ailleurs, parce que depuis des années ça change, mais manifestement l'espace public n'est plus occupé que par le politiquement correct, donc ça les rend fous. Et ils parlent d'ingérence de Musk. Oui. Et, je suis d'accord avec vous, mais quand Soros est intervenu sur le Brexit, je ne les ai pas entendus. Je ne les ai pas entendus. Donc en fait, ce qui les ennuie, c'est que d'autres voix parlent. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retirent. Ils refusent le débat. C'est les mêmes qui veulent l'interdiction de CNews, les mêmes qui applaudissent à l'annulation de C8. C'est qu'en fait, ils ne veulent pas parler avec des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est ça. Et tout ce cirque est dicté par un seul mot d'ordre, Hello Kittix, qui est le slogan des gauchistes et des macronistes pour interdire le réseau d'Elon Musk tout en défendant la liberté d'expression. Et même des organismes payés par nos impôts se rangent derrière ce combat d'arrière-garde, dont voici l'un des porte-parole qui était face aux spécialistes des réseaux sociaux, Fabrice Epelboin. J'aimerais qu'on se base sur des faits et des faits scientifiques. On n'est pas en train de parler de dire la société va vers le toxique, etc. On fait de l'audit algorithmique, on montre que les plateformes sont biaisées. La question, c'est pas le niveau de toxicité de la société. La question, c'est que si vous avez une plateforme qui, à chaque fois que vous avez un niveau comme ça de toxicité, vous le remonte, il y a un problème. Donc, basez-vous sur des articles scientifiques, s'il vous plaît. Regardez comment il définit la toxicité, la malinformation, la désinformation, la subtile nuance entre malinformation et désinformation. Excusez-moi, mais la malinformation qui remet en question les institutions, ce qui est un droit finalement tout à fait démocratique, un droit démocratique, et qui n'est pas possible aujourd'hui. Excusez-moi.
Je fais de l'audit algorithmique. Vous faites des maths, je sais. Non, c'est pas des maths. Je fais de l'audit algorithmique. Je n'ai pas vu un seul article de vous qui parle de ça. Vous n'êtes pas du tout un expert de ça. Moi, je le fais. Il y a des collègues qui le font. Vous allez sur les pages Google Scholar, vous recherchez mon nom. Le code est sur GitHub. Vous voyez, non. Mais vous dites qu'il faut en partir parce que justement les algorithmes sont faussés. C'est ça votre conclusion. Les algorithmes sont faussés. Et ces mêmes individus avaient visiblement piscine lorsqu'une censure de masse était appliquée sur Facebook pendant les Gilets jaunes ou sur YouTube pendant le Covid, et dont le président de Sud Radio témoigne de cette tyrannie numérique. Sur YouTube, donc il y a une charte avec beaucoup de critères. Par exemple, et nous avons été confrontés à ça sur Sud Radio, où parfois on posait en fait des questions sur le Covid, sur l'efficacité en fait des vaccins. Eh bien, vous ne pouviez pas en parler. Sinon, les algorithmes et vous n'aviez personne au téléphone pour dire pourquoi notre vidéo là finalement elle ne passe pas sur YouTube, elle est censurée. Vous n'aviez personne au téléphone puisque c'était les algorithmes qui faisaient le boulot dans la Silicon Valley. Ouais. Et vous étiez censuré. Vous receviez un avertissement. Et inutile de vous dire qu'à Radio Courtoisie, nous avons suivi les mêmes sanctions de façon arbitraire sans aucun moyen de se défendre. Heureux de voir que les règles sont enfin en train de changer. Et oui, parce que tout le monde peut se tromper, Louis. Oui, parce qu'il n'y a pas que sur les réseaux sociaux que la prise de conscience éclate au grand jour. Sur un plan plus politique aussi, les personnalités bien pensantes réalisent également qu'un tournant est en train d'avoir lieu. Mais sur certains sujets, comme l'immigration, il risque d'être un peu trop tard. Écoutez cet échange entre Pascal Praud, la journaliste Eugénie Bastier et l'avocat Alain Jakubowicz sur CNews. C'est assez parlant. Est-ce que vous admettez, admettez, puis peut-être moi aussi j'avais 20 ans à ce moment-là, que au nom de la tolérance, au nom de la bienveillance, au nom de dire venez comme vous êtes, est-ce que vous acceptez qu'on s'est trompé et qu'il eût été plus intelligent peut-être d'assimiler et de dire aux gens qui venaient de l'extérieur, ça va être compliqué pour vous, mais il faut que vous oubliez une part de vous-même. Vous savez, si je savais aujourd'hui ce qui va se passer demain, je serais extrêmement intelligent. Non, mais la seule chose que je puisse vous dire, et que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, oui, nous nous sommes trompés. Oui, bien sûr, les choses ont évolué dans un sens qui est cataclysmique, évidemment. Pour autant, le procès que vous faisiez tout à l'heure à mon confrère et ami Vallini est profondément injuste. Il est injuste. Vous jugez avec vos yeux de 2025, l'époque des années 80. Sauf que des gens en 80 l'ont dit. Qu'est-ce qu'a fait la gauche pendant des années? Calmez-vous. Ah non, calmez-vous, ça va bien se passer. Non, alors ça, mais franchement, vous avez vu sur quel ton vous m'interpellez? Vous n'avez même pas laissé parler. Alors allez-y, je vous écoute. Je vous écoute. Non, mais là, vous parlez pas bien à une jeune femme. Écoutez, le fait qu'elle soit une femme ou un homme, j'aurais dit la même chose à un homme. Arrêtez. C'est de la condescendance. Arrêtez. Oui, mais bon. Qu'est-ce qu'a fait la gauche si ce n'est juger avec les lunettes du présent le passé pendant des années, et avec une arrogance et mais vous avez raison. un sens de la vertu. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ma chère. Et je vous dis juste une chose, je vous citais pendant la pub cette phrase d'Antoine Blondin que j'aime beaucoup: je n'ai jamais été de gauche en étant jeune, de peur de devenir de droite en grandissant. Et on voit qu'évidemment beaucoup de gens ont changé, vous avez changé, et vous savez, la génération qui vote le plus Le Pen aujourd'hui, c'est la génération qui a manifesté en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. C'est les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, qui avaient 20 ans ou 30 ans dans les années 2000. Mais tout cela n'aura de portée que si l'on arrête enfin d'élire des politiques sortis de nulle part, tout en plongeant la France dans les abîmes de la dette et de la folie migratoire. Le financier Charles Gave s'est d'ailleurs interrogé sur l'étrange et fulgurante ascension d'Emmanuel Macron. Je vais dire un truc qui n'est pas prouvable, donc je m'en excuse si les gens pensent que je suis un gros complotiste, mais on n'a pas mis au pouvoir, ces gens-là n'ont pas mis au pouvoir Macron qui est sorti de nulle part, comme ils avaient, sans avoir du biscuit sur Macron. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Donc ceux qui l'ont mis au pouvoir ont suffisamment d'éléments, sinon il l'aurait pas mis là, pour pouvoir lui dire, cher ami, il est temps de démissionner. Ouais. Parce que je ne pense pas que ce soit des bienfaiteurs de l'humanité qui ont le pouvoir. Et il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, bien sûr. Il y a aussi ce gouvernement qui ne ressemble à pas grand-chose et dont la politique est aussi claire que le dernier discours de François Bayrou, dont voici un extrait. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages.
dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Et cette incompétence continue de gaver toujours plus de Français qui bossent pour reverser à un État dépensier tout ce qu'ils ont gagné durement. Exemple avec cet auditeur sur RMC. Comment on peut régler le problème avec une bande d'incompétents pareil ? Mais putain, mais sans déconner, ce matin c'est un coup de gueule, moi j'en ai ras-le-bol. Moi je vous dis, je finis l'année 2025 en tant qu'entrepreneur, je finis l'année 2025 parce que j'ai un carnet de commandes à respecter, mais après j'arrête. J'en ai ras-le-bol. Vous allez faire quoi ? Mais je vais faire autre chose. On se demande avec ma femme si on va pas quitter la France parce qu'on en a plein le dos en fait. On travaille comme des acharnés, on paye. Voilà. Putain, mais sans déconner, il va où le pognon ? Et on a des mecs comme Bayrou qui reprend les mêmes cloportes, je dirais, que ceux d'avant. On reprend Elisabeth Borne, qui est une incompétente. On reprend tout cela, mais ils ont rien fait. Pendant 7 ans, ils ont fait quoi, ces gens-là ? Et pour répondre à cette crise qui semble inexorable, Philippe de Villiers a tenté de proposer un programme clair et direct pour sortir rapidement la France de cet enfer. Demain matin, je ferme les frontières. J'ai besoin de personne pour le faire. Tant pis pour Schengen, tant pis pour l'Europe, tant pis pour l'impératrice von der Leyen. Je pense aux Français. Ensuite, dans la journée, j'établis un moratoire sur l'immigration. Et le lendemain, je supprime le droit du sol à Mayotte, avant de le supprimer sur l'ensemble du territoire national. Parce que là, j'ai besoin d'une loi. Ensuite, je fais savoir à l'Algérie que je coupe tous les visas, toute l'aide financière, les passeports diplomatiques pour les oligarques, tant que Boualem Sansal est en prison. Ensuite, je vide les prisons, je les désemplis. Je renvoie les 20 000 prisonniers étrangers chez eux. Ils n'ont rien à faire chez nous. Et dans les cellules vides, j'accueille les narcotrafiquants pour éviter que la France ne soit, c'est une question de délai, un narco-État. Et Philippe de Villiers continue en proposant des mesures chocs sur l'agriculture et l'économie. Pour les agriculteurs, j'annonce et je vous annonce que j'ai pris la décision de sortir la France du processus de négociation du Mercosur. Il n'y aura pas de Mercosur pour la France, ça ne s'appliquera pas à la France. Et j'affirme devant vous l'exception agriculturelle française. Ensuite, j'ai l'intention de convoquer mon ministre de l'Éducation, Madame Borne, la fameuse Madame Borne. Et je vais lui dire ceci à Madame Borne. Je vous donne instruction de remettre les profs sur l'estrade, d'enrayer le processus de l'école charia compatible et de prendre les dispositions pour que l'uniforme soit obligatoire à l'école et que chaque lundi et chaque vendredi on lève les couleurs de la France. Ensuite, à la manière de M. Trump aux États-Unis, je décide d'interdire la transidentité et toutes les opérations chirurgicales, les bloqueurs de puberté sur les jeunes. L'activisme transgenre n'aura plus sa place en France. Ensuite, et pour finir, je crée un ministère de la famille pour enrayer le processus de dénatalité et lancer enfin une grande politique familiale. Et, pour terminer, je prends le ministre de l'économie, là, Madame de Montchalin, qui fait partie de l'association de Monsieur Soros, qui cherche à déstabiliser tous les gouvernements conservateurs. Et je lui dis ceci, au lieu de vous occuper de Monsieur Soros, vous allez vous occuper de toutes nos PME, de tous nos entrepreneurs. Et vous allez leur dire ceci, désormais nous appliquerons l'aphorisme, mieux vaut l'artisanat que l'assistanat. Et je vous demande d'appliquer l'instruction suivante. En quelques semaines, on doit réduire l'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Voilà, messieurs, mesdames les députés, ce qui va redonner l'espoir aux Français. Et en attendant qu'un tel programme voit enfin le jour, Trump nous prouve qu'une politique aussi radicale est possible, mais encore faut-il avoir la bonne personne pour l'incarner. On attend encore cet homme ou cette femme voilà, providentielle. Ça pourrait arriver, on sait jamais. Merci Louis pour cette chronique.